Est-ce que le continent africain va pouvoir, est-ce que les pays du continent africain vont pouvoir éviter la récession après la crise sanitaire du Covid-19? C'est une grosse question et nous allons essayer de l'explorer avec, sur ce plateau, Lagrange Simenou Agnangbe, qui est directeur général du cabinet Lige Council. Bonsoir. Bonsoir Aziz. Et en ligne de Paris en France, Sébastien Perimoni, qui est journaliste, co-auteur du rapport sur les nouvelles routes de la soie et rédacteur du site d'information www.afriquedufutur.com. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons également en ligne de Dakar au Sénégal le professeur El Hadj Alioune Diouf, qui est commissaire aux enquêtes économiques et professeur en économie internationale. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et surtout, merci d'avoir également répondu à notre invitation. Nous allons commencer par vous, El Hadj Alioune Diouf, bien sûr en commentant une actualité, c'est la décision du président sénégalais Macky Sall de procéder au déconfinement. Est-ce que cette décision vous paraît économiquement viable ? Oui, je pense que c'est un déconfinement partiel. C'est un bon début parce que vous savez que le confinement a presque mis à l'arrêt beaucoup de petites et moyennes entreprises et surtout des entreprises du secteur informel, sans compter beaucoup d'industries et d'entreprises, ce qui a créé quand même une petite récession économique et aussi ce qui a vraiment un peu asphyxié surtout les travailleurs du secteur informel. Et vous savez, dans nos pays, le secteur informel, c'est presque 80% de l'activité économique et peut-être à peu près le même pourcentage pour les emplois. Il était, après 2 mois tout de même de confinement, il était normal, après que la population, surtout, ait exprimé cette envie d'un déconfinement, d'un début de déconfinement, je pense qu'il était normal, dans ces conditions-là, de faire un effort. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher prise, qu'il faut oublier toutes les mesures barrières. La crise est toujours là, le virus est toujours là. Il faudrait davantage insister pour que les populations respectent les règles, les règles de distanciation sociale, les mesures barrières, le port du masque, etc., etc. Donc, je pense qu'il était en tout cas normal, comme à l'instar de ce qui se fait un peu partout dans le monde, d'amorcer un début de déconfinement pour relancer la machine économique. Relancer la machine économique, c'est bien sûr le défi pour de nombreux pays africains. Sébastien Perimoni, je rappelle que vous êtes journaliste. Comment avez-vous, juste avant d'en arriver à cette question de la dette des pays africains vis-à-vis de la Chine, comment avez-vous perçu cette décision du président sénégalais Macky Sall de procéder au déconfinement alors que la maladie est en train de grimper? Est-ce que ce n'est pas contre-productif à long terme sur le plan économique? Disons oui, c'est peut-être un peu prématuré parce que ce qu'on a pu voir, par exemple, c'est vrai qu'en Europe, on a connu le pic. Maintenant, on est en phase de décroissance de la pandémie. Après, si on regarde sur le continent africain, on a pu quand même voir qu'entre le 30 mars et le 30 avril, il y a quand même une augmentation de presque 700% des cas.
recensés, une augmentation de presque 1000% des décès. Donc on est encore sur le continent africain et on le sait, de toute façon, ce virus circule, il a frappé l'Asie, il a frappé beaucoup plus violemment l'Europe. Il va continuer à se déplacer. Alors c'est vrai que certains pays africains ont un peu calqué, on pourrait dire, le modèle qui a été mis en place en Europe et à juste titre, dans certains cas, au Sénégal. Peut-être par contre, il est encore un peu prématuré, si vous voulez, aujourd'hui, de calquer le déconfinement sur peut-être ce qu'on a en Europe aujourd'hui, même s'il faut reconnaître que le Sénégal est un des pays qui a eu une démarche préventive avec la fabrication des kits. On a pu le voir très peu cher, le travail de l'Institut Pasteur sur place. Donc on a vu des pays finalement presque, si on osait le dire, presque qui se préparaient mieux que ce qu'on a pu connaître en France, puisque là, il faut bien voir qu'en France, la situation catastrophique et de saturation qui a eu lieu dans les hôpitaux est certes due en effet à la pandémie, mais il est surtout dû à l'impréparation de notre pays, au fait qu'on n'avait plus de stock de masques. Alors le gouvernement a fait croire au début que les masques étaient inutiles, mais bon, on sait très bien que c'est faux, aussi au manque de place dans les hôpitaux, puisque depuis quelques années, enfin même depuis plusieurs dizaines d'années, on a supprimé les fameux 15% de lits disponibles en cas de grave crise épidémique ou pandémique. Donc on a une privatisation de notre système de santé qui s'est mis en place depuis pas mal d'années et qui a abouti finalement à la catastrophe sanitaire et à des morts inutiles, puisque malheureusement, si la France avait maintenu son système de santé tel qu'il avait il y a encore quelques années, on aurait pu faire face beaucoup plus facilement, avoir des stocks dès le départ. On l'a vu, certains pays asiatiques, bon, c'est aussi dans leur culture, mais c'est aussi intelligent, ont cette culture du masque, ont cette culture de la prévention. Et ça, c'est ce qui a manqué à la France. Et le fait que l'Europe a été frappée très fort permet aussi peut-être à certains pays d'Afrique d'anticiper et de massivement justement commander ces masques et faire le dépistage, puisque une des choses qui n'a pas été faite en France également, c'est le dépistage. C'est pour ça que je citais le cas du Sénégal, parce que je sais qu'ils sont très très proactifs. On peut citer le Maroc aussi par exemple. D'autres pays d'Afrique sont très très proactifs dans cette politique de dépistage que conseille l'OMS. Alors, en ce qui concerne les mesures qui ont été prises, vous l'avez souligné tantôt, le Sénégal fait office de pays qui a eu l'une des meilleures réponses à cette pandémie de Covid-19 pour l'instant, mais il reste que la décision prise, on en convient, va peut-être sur le plan économique coûter cher, parce qu'il va peut-être falloir prendre en charge les travailleurs malades, sait-on jamais, parce que le risque de contamination potentielle est plus grand désormais. Disons, moi je suis un peu en porte-à-faux par rapport à cette question de la récession économique, puisque comme l'a dit le précédent interlocuteur, en Afrique, on sait que plus de 80% de la population est déjà dans le secteur informel, c'est-à-dire travaille au quotidien pour survivre. On a plus de 50% de gens qui n'ont ni accès à l'eau, ni accès à l'électricité. On a aujourd'hui, selon le programme alimentaire mondial, peut-être dans la région du Sahel, les chiffres de personnes en insécurité alimentaire qui pourraient doubler d'ici l'année prochaine. On a même vu la FAO alerter contre justement le danger d'insécurité alimentaire dans tout le continent africain. Donc moi, parler de récession en Afrique, excusez-moi, ça me fait un peu rire, dans un pays finalement qui est quelque part en échec économique depuis bien longtemps et qui fait qu'il n'a pas aujourd'hui une économie organisée, qui n'a pas été industrialisée, qui n'a pas des systèmes de santé modernes. Donc parler de récession me paraît un petit peu je dirais exagéré. Ce qui est sûr, c'est que l'Afrique peut utiliser cette crise, et d'ailleurs la France aussi, pour justement dire c'est le moment de s'industrialiser, d'accéder à des systèmes de santé modernes et justement d'investir les moyens qui nous sont promis, puisqu'on a entendu plusieurs institutions internationales promettre énormément d'argent pour la crise du Covid-19 en Afrique. C'est peut-être le moment d'investir cet argent dans des systèmes de santé modernes, dans des infrastructures, dans des industrialisations
voilà, pour permettre que justement le pays se développe, puisque on n'est pas en récession, on est dans des pays sous-développés, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Lagrange Simenou Agnampé, le continent africain est face à un défi avec des économies en construction, mais qui vont sûrement être encore mises à rude épreuve avec la tentative de reprise, et on l'a souligné tantôt, certains pays sont en train d'essayer de relancer leurs activités. Comment justement arriver à stabiliser, sinon à relancer ces différentes machines? Bon, merci Aziz pour cette invitation. Je dirais d'abord que l'Afrique a ses réalités qui diffèrent pratiquement des réalités occidentales. Et dans un premier temps, il faut saluer les efforts. Vous avez évoqué le Sénégal qui est en train de déconfiner. Il faut saluer les efforts qu'ont eu à faire ce pays qui a pris pas mal de dispositions en amont. Et pendant toujours cette période de crise, ils sont en train de faire un grand travail. Et ils ont été les premiers à déclarer de combien ils avaient besoin pour faire face à cette pandémie-là, pratiquement parmi les pays de l'Afrique subsaharienne. Et moi, je dirais que la pandémie déjà a commencé à sévir pratiquement au dernier trimestre de l'année 2019. Premier aspect de la chose. L'Europe a commencé par être touchée, je crois, au premier trimestre de l'année 2020. Vous voyez un peu, avant que, au beau milieu du trimestre, l'Afrique ne soit touchée par cette pandémie. Donc, il faut déjà dire que un certain nombre de dispositions auraient pu être prises. Ces dispositions n'ont pas été prises aussi bien par l'Europe que par l'Afrique. Et ces dispositions-là, particulièrement pour pouvoir éviter ce qu'on est en train d'appeler récession économique, c'était déjà, à mon humble avis, la sensibilisation de ces acteurs-là qui font les 80% qui sont dans l'informel. Je pense qu'il aurait été vraiment efficace et bien de sensibiliser ces acteurs-là par rapport à cette pandémie, par rapport aux dispositions qui pourraient être prises, et voir dans quelle mesure pouvoir soutenir une partie, même si ce ne serait pas possible de soutenir les 80% de ces acteurs-là, une partie de ces acteurs. Bon, sur ce plan, nous avons échoué, ça il faut le dire. La deuxième chose sur laquelle je souhaiterais intervenir, c'est dire que la pandémie, généralement, a créé une baisse du commerce international, et a créé un grand ralentissement, sinon une très grande réduction des flux financiers vers l'Afrique. Vous voyez un peu, en dehors de ce que, lorsque la pandémie a commencé, certains pays ont été durement touchés, certains pays africains ont été durement touchés, d'autres n'ont pas été touchés. Donc ces aspects-là déjà amènent à dire que si nous nous référons aux thèmes économiques, si nous nous référons aux balances et aux normes économiques, la récession est déclarée, je crois, 6 mois après une période de ralentissement de la croissance, au moins 6 mois. Et il est évident, l'Afrique n'étant pas préparée à cette pandémie, l'Afrique n'ayant pas eu à mener un certain nombre de démarches pour pouvoir riposter convenablement, il est normal aujourd'hui que l'on puisse parler de récession. La Banque mondiale a eu à faire une étude récemment et a eu à dire que une récession est inévitable dans la mesure où nous aurons les PIB des plus grandes économies africaines, c'est-à-dire le Nigeria, l'Angola et l'Afrique du Sud, qui sont les plus grandes économies de l'Afrique subsaharienne, ont déjà commencé à avoir des ralentissements de croissance. Et ralentissement de croissance, ça n'allait pas du tout connaître après peut-être un trimestre, un autre, une accélération. Vous voyez un peu, donc il est normal qu'il faut déjà dire qu'il pourrait avoir récession. En plus, aujourd'hui, la mondialisation fait en sorte que les données économiques mondiales impactent d'une manière ou d'une autre les régions. Donc si ces 3 pays qui constituent les grosses économies de l'Afrique ont déjà des ralentissements de croissance, il est tout à fait normal que cela impacte les autres pays qui sont frontaliers et impacte également d'autres régions. Donc,
Je pense que nous sommes à un stade où un certain nombre de pas ont été franchis. Nous avons eu le privilège de n'avoir pas été très touchés par cette pandémie comme les autres continents. Et nous avons eu également la chance d'avoir des allègements de dettes, des moratoires de nos dettes pour pouvoir quand même supporter cette crise-là. Il serait vraiment dommage de ne pas profiter de cet allègement-là, c'est-à-dire mettre en place des mesures après crise. La crise, c'est vrai, les gens sont en train de déconfiner et tout, et nous avons l'impression que ces déconfinements vont amener encore une ascension de la courbe, une ascension du nombre de malades, mais je crois que non, dans la mesure où si on ne déconfine pas, il y aura également des situations politiques. Il faut avoir une stabilité politique pour pouvoir avoir une stabilité économique et pour pouvoir espérer rattraper une certaine croissance qu'on a perdue. Donc il y a ces réalités-là sur lesquelles moi j'aurais bien voulu qu'on intervienne. Les réalités ne sont pas les mêmes de part et d'autre. Absolument. Et avec le professeur El Hadj Aliou Diouf, peut-on parler, professeur, de récession sur le continent africain, alors que nous savons, comme le soulignait tantôt Sébastien Perimoni, que la plupart des économies sur le continent sont en construction? Oui. Non, évidemment, il y a un ralentissement économique. Label TV a publié même ce matin l'étude qui a été faite par la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Des économistes africains se sont réunis et ont établi que presque toutes les entreprises ne fonctionnent qu'à 43% de leur activité habituelle. Et si ça, ce n'est pas un ralentissement économique, ce serait peut-être extraordinaire. Toutes les chaînes d'approvisionnement pratiquement se sont taries. Quand des pays qui sont importateurs nets de produits alimentaires ou qui exportent essentiellement des matières premières ne peuvent pas le faire. Vous voyez un peu au Sénégal, par exemple, vous avez les producteurs de noix de cajou qui sont en train de dire qu'ils sont en train de perdre plus de 50 milliards parce que, en fait, ils exportent l'essentiel de leur production et que maintenant, ils ont toute leur production dans les bras. Ça, c'est quand même un problème réel. Quand, justement, les membres du secteur informel qui gagnent quotidiennement leur vie, c'est ce qu'on appelle, en général, justement, ces ouvriers qui, tous les matins, sont à la porte des usines pour trouver un emploi, n'arrivent pas à se déplacer ou n'arrivent pas à traverser des régions. Ceux qui étaient essentiellement à Dakar, par exemple, au Sénégal, n'arrivent pas à le faire. De toute façon, c'est dans tous les pays africains qu'on constate cela. Il y a véritablement un ralentissement de l'économie africaine. Ce n'est même pas la peine de dire que les réalités ne sont pas les mêmes. Les réalités ne sont pas du tout les mêmes. Et nous n'avons pas, sur cette question-là, à recevoir aussi des leçons de quelque chose que ce soit. En matière sanitaire, par exemple, en Afrique, on allie à la fois la médecine occidentale et la médecine traditionnelle. Et ce qui fait que, justement, on a montré, en tout cas sur cette crise, qu'on était beaucoup plus résilient et quand même, il ne faut pas alarmer les Africains et sortir des chiffres énormes. Tout le monde, même les grandes organisations internationales, ont prévu l'hécatombe en Afrique. Mais pourquoi ce pessimisme et pourquoi cette façon de toujours présenter l'Afrique comme le continent de tous les malheurs? Je trouve ça inacceptable. Pour ma part, je pense que les Africains sont conscients du fait que les choses ne peuvent plus être comme avant. Il faut un certain nombre de changements, recentrer l'économie africaine. Nous l'avons toujours dit, et nous l'avons déjà dit ici, l'Afrique gagnerait à développer son propre marché intérieur. L'Afrique gagnerait à unir ses économies afin de pouvoir compétir dans un monde globalisé. L'Afrique doit comprendre, avec les événements justement de ce Covid, que dépendre de l'extérieur pour à la fois ses matières premières comme pour ses approvisionnements dans le domaine médical, sanitaire ou dans des domaines stratégiques n'est pas viable et qu'il faut élaborer des stratégies de développement du marché intérieur africain, de développement de l'industrie africaine.
on a les possibilités de le faire. On a une capacité à nous industrialiser si on se met ensemble. Si on se met ensemble, évidemment, nous avons un certain nombre d'organisations régionales d'intégration qu'il faudrait certainement redynamiser, qu'il faudrait réorienter pour se tourner essentiellement vers le développement du marché intérieur et vers justement l'émergence de champions africains capables de satisfaire les demandes du marché intérieur. Regardez le problème des masques. Par exemple, il est inacceptable qu'on puisse pas, avec tout ce qu'on a comme tailleurs talentueux, avec ce qu'on a comme déjà des industries textiles qui sont capables de faire au moins le tissu, je pense que nous avons là des possibilités de bâtir des stratégies africaines qui puissent satisfaire véritablement le continent africain. Oui, mais je parle d'autres domaines. Oui, est-ce que ce n'est pas l'occasion justement de relancer pour de nombreux pays l'industrie textile qui est soit à l'arrêt, soit complètement... Oui, vous touchez un secteur important, le textile. Prenons le textile, parlons du textile justement. Dans le cadre des négociations internationales, dans le cadre du multilatéralisme, du commerce international, les pays développés n'ont jamais voulu qu'on discute justement d'un accord sur le textile. Il y a des accords sur l'agriculture, sur les produits industriels et surtout, mais pas sur le textile. Sur le textile, les pays sont toujours fondés à mettre des barrières, des quotas, des droits de douane très élevés d'ailleurs sur le textile par rapport aux pays africains. L'Afrique est le seul continent du monde qui exporte presque 97% de sa production de coton sans transformer ce coton-là. C'est inacceptable. Les autres pays exportent leur excédent en coton. L'Afrique a le coton de meilleure qualité parce que justement, c'est un coton qui est très propre, qui est sec, qui est un peu différent, parce que c'est un coton cueilli à la main essentiellement. Et vous avez des pays comme le Mali, comme le Bénin, comme le Togo, comme le Burkina Faso, qui font des productions immenses de coton. Non seulement on peut avoir de l'huile de coton, mais ensuite ce coton-là, on peut en faire du tissu, et du tissu adapté justement au climat africain. Donc sur le textile, je suis parfaitement d'accord avec vous. Le moment est propice justement pour mettre en place non pas des entreprises qui vont se concurrencer entre elles à partir de marchés intérieurs très étroits, mais des entreprises africaines ou au moins ouest-africaines, des entreprises sous-régionales. Je pense que les Africains de l'Ouest, les Africains de l'Afrique centrale ou de l'Afrique équatoriale et australe devraient, oui, l'Afrique du Nord aussi, devrait mettre en place justement des stratégies de bâtir par exemple des compagnies maritimes, UEMOA, des compagnies maritimes CEDEAO, des compagnies RCMAC, on a entendu RCMAC, compagnie de transport aérien. D'abord, l'industrie de transport va se remettre un peu difficilement parce que le tourisme va un peu plonger. Donc je pense que le moment est propice pour les Africains de mettre en place tout un tas d'entreprises africaines ou en tout cas d'entreprises sous-régionales dans le domaine du transport maritime, dans le domaine du transport aérien, dans le domaine des industries, surtout l'industrie textile, l'industrie manufacturière, dans la transformation justement du pétrole africain pour mettre en place des stratégies qui permettraient à tous les pays africains, même les pays qui n'ont pas de pétrole, de pouvoir accéder à une énergie peu chère. Donc je pense que ça, vraiment, c'est un impératif pour les dirigeants africains, pour les leaders africains aujourd'hui, de comprendre que voilà, la crise du Covid-19 a mis en place les failles justement de ces formes de délocalisation où pratiquement aujourd'hui on se rend compte qu'il n'y a que 2 pays dans le monde qui fabriquent pratiquement 90% des médicaments du monde, ou en tout cas des médicaments. Donc je pense que ce qui est contre-productif oui. pour le continent africain. Lagrange Simenou Agnokbe, l'annulation de la dette, elle est en tout cas sur tous les bureaux. Cette question est discutée depuis plusieurs semaines maintenant.
est-ce qu'il est réaliste de s'attendre à une annulation de la dette des pays africains vis-à-vis de la Chine? Je salue les efforts que font la Task Force de l'Union africaine, les efforts qu'ont eu à faire le G5, les grands argentiers du monde, avec en tête la Banque mondiale, le FMI, dans le cadre de la problématique de cette dette. Vous savez, nous sommes dans un cycle. Nous sommes dans un cycle parce que depuis des décennies, cette problématique revient. Cette problématique revient et cela nous amène à nous poser un certain nombre de questions parce que l'Afrique n'a jamais cessé de s'endetter. Et l'Afrique s'endette et se surendette. Et il faut se demander les conséquences à l'avenir. Ce n'est pas très mauvais de s'endetter. Nous avons des pays comme la Corée, des pays comme la Malaisie qui étaient dans des situations pires que la situation de l'Afrique. Mais aujourd'hui, quand vous prenez un pays comme la Corée qui joue dans la cour des grands, pardonnez-moi l'expression, de l'OCDE, on se pose des questions. L'Afrique a un problème de réforme. C'est vrai, nous sommes aujourd'hui en train de demander une annulation de la dette, mais jusqu'à quand? Et une annulation de la dette pour que ça profite à qui? Justement, parce que celui qui vient vous accorder un prêt, mais il ne le fait pas gratuitement, même si les taux de remboursement pour certains créanciers sont vraiment les meilleurs au monde, il y a un intérêt derrière. Et au-delà de l'intérêt, il y a une stratégie derrière également. Il y a une vision derrière. Aujourd'hui, nous nous plaignons de ce que l'Afrique doit beaucoup plus à la Chine. Mais la Chine, depuis des décennies, a sa vision. Nous savons d'où vient la Chine. Et nous voyons ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'OMC, au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, et au niveau sur d'autres diapasons. Je ne veux pas entrer dans certains détails ici, sur d'autres diapasons à l'échelle internationale, au niveau politique. Vous voyez un peu. Donc, moi, je pense que ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, c'est que nous puissions prendre conscience d'un certain nombre de choses et que nous puissions nous dire arrêtons. Arrêtons de demander qu'on annule notre dette. Si cela arrivait, ce serait bien. Nous applaudirons. La jeunesse va applaudir. Je suis très jeune aujourd'hui, donc nous aurons moins de travail demain. Nous allons applaudir. Mais je préfère que nous ne nous attendions pas à cela. Même si nous avons eu des moratoires. Il y a pas mal de pays qui ont eu des moratoires, aussi bien de la Chine, de la Banque mondiale, de ces grands argentiers du monde dont je parlais. Mais comment est-ce que nous sommes en train de gérer ce moratoire-là que nous avons eu depuis quelques semaines? Quelles sont les dispositions que nos pays ont déjà mises en œuvre? Je salue le Sénégal qui a fait un travail impeccable. Je salue le Ghana qui a fait un travail impeccable. Quelques pays de l'Afrique centrale également sont en train de faire ce travail-là depuis un moment. Mais qu'est-ce que nous produisons concrètement pour pouvoir mettre un frein à ce processus-là qui dure depuis des décennies? Qu'est-ce que nous faisons concrètement? C'est la question que moi je me pose. Donc, dire que il faut s'attendre à une annulation de la dette, moi je dis non. Ne nous attendons pas à ça. Travaillons sur le moratoire qui nous est déjà accordé afin que nous puissions relever des secteurs, des secteurs très importants de chez nous comme le tourisme, le transport, le secteur éducatif qui vont nous permettre de produire. On a relevé un plaidoyer de nombreux pays africains pour essayer d'obtenir soit un moratoire, soit l'annulation de la dette. Par le passé, certains gestes de ce type ont été faits, mais les États n'ont, semble-t-il, pas profiter de ces opportunités. Justement, les États n'ont pas profité et c'est ce qui aujourd'hui fait que nous demandons encore des allègements. Je pense que aujourd'hui nous sommes arrivés, l'Afrique est arrivée à un stade où il faut qu'elle prenne conscience de certaines réalités. Nous avons l'Union africaine qui a mis en place depuis un moment l'agenda 2063. L'agenda 2063 est une grande vision qui pourrait permettre à l'Afrique vraiment de s'en sortir. Mais la mise en œuvre de l'agenda 2063, comme l'ont préconisé les initiateurs, les fondateurs les architectes de cet agenda, la mise en œuvre nécessite, sinon ils ont préconisé, qu'il y ait une mobilisation
africaine des ressources, que les ressources qui vont servir à financer cet agenda ne viennent pas de l'extérieur. Et c'est possible. Oui, mais avec la crise sanitaire du Covid-19 et les difficultés les difficultés immédiates, comment arriver à se réorganiser? Il faut des moyens supplémentaires. Comment arriver à se réorganiser justement? Il faut des moyens supplémentaires. Nous en avons déjà eu assez. La Banque mondiale a débloqué assez, le FMI a débloqué assez, la Chine et d'autres partenaires, le G20, ils ont accepté de donner un moratoire d'1 an, un allègement d'1 an. Mais quand même, asseyons-nous et mettons en place des réformes qui pourront nous permettre de véritablement nous unir, parce qu'il y a ce problème-là également. L'Afrique n'est pas unie. Lorsque nous allons, par exemple, je me rappelle, il y a des décennies, si vous me permettez, le défunt président Sankara demandait à ce que nous puissions véritablement nous unir pour pouvoir mettre fin à ce problème de la dette-là. Mais il a eu des problèmes. Il avait dit, quelques mois après il est décédé, il avait dit que s'il sortait sans qu'il y avait vraiment cette unité-là, pas sur cette problématique, qu'il allait mourir. Il est décédé et nous en sommes encore là aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'en notre propre sein, on doit considérer que ce dossier de la dette comporte des pièges. Ce dossier de la dette comporte de gros pièges, Aziz, de très gros pièges. Et nous pouvons nous en sortir. Si la Corée du Sud s'en est sortie, si la Chine s'en est sortie, si d'autres pays s'en ont sortis, pourquoi pas l'Afrique? Nous avons un sérieux problème. Prenons conscience de nos réalités et acceptons de nous unir pour mettre en place les réformes qu'il faut. L'agenda 2063 est là. Nous avons vu les difficultés qu'ont eu les initiateurs de cet agenda-là à mettre en œuvre la zone économique de libre-échange qui était un des leviers qui allait permettre de financer cet agenda. Nous avons vu ce qu'il y a eu. Comment est-ce qu'il a été très difficile pour les pays africains de ratifier les arsenaux de ce traité-là. Vous voyez un peu, donc nous avons ce problème-là au niveau africain où nous ne voulons pas être sincères avec nous-mêmes. Nous irons où? Nous n'irons nulle part. Alors, vous parlez de sincérité. Il y a sur le plan sous-régional plusieurs organisations. Il faut peut-être évoluer dans chaque bloc vers ses intérêts communs. Vers ses intérêts communs, mais aujourd'hui, on ne parle pas de la dette du Bénin, on ne parle pas de la dette du Gabon, on ne parle pas de la dette du Congo, mais on parle de la dette africaine. Vous voyez un peu? Donc si il faut continuer, c'est vrai, il faut renforcer les processus d'intégration économique, parce que sans ça, nous ne pourrons pas. Il faut les renforcer, mais toujours est-il qu'il faut s'aligner véritablement sur une même vision. Il faut que nous puissions avoir une même vision. Si nous n'avons pas une même vision, ce serait impossible. Nous allons toujours évoluer dans de petits blocs et à la fin, nous allons nous retrouver butés parce que les partenaires, en fait, ne nous traitent pas. C'est vrai, chacun, au nom de sa souveraineté, va signer les accords ou va prendre les dettes qu'il nécessite pour la mise en œuvre de sa politique interne, mais les partenaires nous considèrent tous comme pareil, ils nous mettent ensemble. Alors Sébastien Perimoni est peut-être en ligne. La question, justement, Sébastien, est de savoir comment le continent africain peut arriver à obtenir de la Chine l'annulation de la dette. Je dirais qu'il y a un proverbe africain qui est très très bon pour tout ce débat interminable sur la dette, qui dit « Ne te laisse pas lécher par qui peut t'avaler ». Donc ça, c'est un proverbe de la philosophie africaine qui, à mon avis, devrait être plus souvent utilisé et compris. Et moi, je suis pas du tout d'accord pour dire qu'il y a un piège de la dette. Puisque on le sait depuis longtemps, si on regarde d'un point de vue global, la dette africaine, que ce soit du continent ou pays par pays, ne représente finalement que entre 0,5 et 1% de la dette mondiale, qui s'élève à plusieurs centaines de milliers de milliards, 250 000 milliards d'euros. Donc la dette africaine aujourd'hui n'est pas le problème le plus important. On sait que les pays africains sont endettés en moyenne, ça a augmenté ces 20 dernières années, parfois pour des bonnes, parfois pour des mauvaises raisons, et qu'en moyenne on est à 50% d'endettement par rapport au PIB.
alors que la France, bon, vous le savez, c'est 100% du PIB, et d'autres pays 125, 150, 200%. Donc il y a tout ce débat sur la dette qu'il faut recadrer. Une des choses aussi qui a augmenté la dette du FMI, et souvent quelque chose qui n'est pas discuté, c'est l'augmentation massive des taux d'intérêt. Il faut savoir qu'en 5 ans, les taux d'intérêt, par exemple, sont passés de 4% à 12%. Donc voilà, après, si on en vient à la Chine, il faut bien voir que oui, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de certains pays africains, dont le Sénégal, par exemple, dont on parlait. Mais c'est pas le même type de dette. C'est-à-dire qu'il y a les dettes qui ont été contractées depuis 40 ans. Vous savez, on dit le piège de la dette. Vous relisez, par exemple, le professeur Pouemi, qui était un économiste camerounais. Il expliquait déjà dans un livre qui s'appelait Monnaie, servitude et liberté en 1979. C'était il y a 40 ans. Il expliquait le piège de la dette et il expliquait comment l'Afrique ne pourrait pas s'industrialiser par la politique qui était menée à l'époque par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Alors, je rebondis sur ce que disait le professeur du Sénégal. La mondialisation financière, le fait que certains pays n'ont pas pu s'industrialiser, est la même politique qui a fait que la France elle-même s'est désindustrialisée. Et aujourd'hui également, nous aussi, on importe nos masques, on importe nos médicaments de Chine et d'Inde, et on n'a plus du tout d'industrie. Moi-même, je suis du nord de la France, qui était le bastion de l'industrie textile en France. Tout a disparu. Il n'y a plus d'industrie textile. En France, on parle même de réouvrir des usines pour fabriquer des masques qui avaient également été supprimés. Donc on est dans le même bateau, on est dans le même panier, l'Afrique ou la France de ce point de vue-là, contre cette politique justement qui a été menée par les institutions financières internationales. Vous savez, le professeur Pouemi que je mentionnais appelait déjà le FMI le fonds de misère instantané. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qu'on ne pouvait pas savoir. Et malheureusement, comme l'a dit l'autre intervenant, les gens qui ont osé dire que la dette n'était pas légitime, que la dette était odieuse ou que la dette n'était pas remboursable, ont malheureusement souvent eu quelques problèmes, voire être neutralisés. Vous savez, c'est quand même ironique, partout on le sait, la Banque mondiale elle-même vient de publier un rapport qui explique que 15% de tout ce qu'elle donne à l'Afrique est immédiatement reversé dans des paradis fiscaux. 15%. On sait que les flux financiers illicites qui partent d'Afrique s'élèvent à plus de 1000 milliards sur les 10 dernières années. Alors imaginez ce qu'on pourrait faire avec 1000 milliards. Donc le problème n'est pas la dette, ou du moins la conception monétaire de la dette. Le problème, il est avant tout politique. Et puis le problème, il est avant tout, je dirais, de comprendre que le protectionnisme, l'idée de protéger ces industries naissantes, de s'industrialiser, comme le disait le professeur, c'est comme ça que toutes les nations se sont développées. Et à ce titre, il y a un très bon livre que je viens de découvrir d'un auteur justement qui est du Gabon, qui s'appelle Cédric Mbang Mesui, et qui a écrit un livre récemment qui s'appelle Industrialiser l'Afrique. Et il reprend quelque chose qui est très intéressant, qui sont les idées d'Alexander Hamilton. Alors Alexander Hamilton, c'était le premier secrétaire au Trésor américain, et c'était lui qui avait fait gagner la révolution américaine contre l'Empire britannique. C'est déjà à l'époque la doctrine d'Adam Smith du libre-échange, qui disait que la main invisible s'occupait de l'économie et que ce n'est pas la peine que les États interviennent, en gros, si on fait simple. Et donc Hamilton a été le premier secrétaire au Trésor américain à mettre en place une banque nationale, une politique justement de ce qu'il a appelé de crédit public, c'est-à-dire une banque nationale qui crée de l'argent pour le développement des manufactures. Et c'est lui qui a mis en place le premier plan de développement manufacturier justement sur le sol américain, qui à l'époque, d'ailleurs comme l'Afrique aujourd'hui, était dans l'obligation, on s'était interdit de transformer ses matières premières, et elle n'était qu'exportatrice de coton par exemple, donc qui était tout le système colonial qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Donc évidemment que si vous voulez, si
pays africains ne s'industrialisent pas. Et aujourd'hui, je suis au regret de le dire, que les prêts que fait la Chine dans le cadre du Forum de coopération sino-africaine, les 60 milliards qui ont été donnés en 2018 et l'argent qui avait été donné avant, a permis de créer des dizaines de milliers d'emplois. Je prends un seul exemple au Kenya, quand ils ont construit le chemin de fer entre Mombasa et Nairobi, 46 000 emplois créés, une vingtaine de ponts, des infrastructures, des stations, des gens qui ont eu des formations professionnelles. J'en renvoie d'ailleurs, parce que je pense qu'il faut sortir parfois un peu des grands discours et que les gens comprennent par eux-mêmes. Il y a un rapport d'un cabinet américain qui s'appelle le cabinet McKinsey, qui a écrit un très bon rapport, pour une fois assez objectif, qui s'appelle La danse des lions et des dragons, qui est disponible sur Internet et qui explique que sur 1000 entreprises chinoises, il y en a beaucoup plus, on estime à 10 000, dans 1000 entreprises chinoises, 89% des salariés sont africains, 60% ont une formation professionnelle, etc. Et qu'aujourd'hui, l'Afrique, à travers son projet des nouvelles routes de la soie, à travers la banque d'investissement dans les infrastructures, à travers la banque de développement qui est avec les BRICS, aujourd'hui, on a petit à petit on pourrait dire un nouveau système monétaire et financier qui se met en place, qui s'est mis en place après la crise de 2008, où tout le monde s'est rendu compte que l'Occident était en faillite, finalement, sur le plan financier. Et toutes ces institutions aujourd'hui sont en train, d'ailleurs, le partenariat dans le cadre de la coopération entre les routes de la soie et l'agenda 2063 qui a été mentionné par le précédent intervenant est très intéressant. C'est-à-dire que la Chine s'est proposée pour faire en sorte que toutes les capitales africaines soient reliées entre elles par des trains à grande vitesse. Et les exemples les plus significatifs, alors on n'est qu'au début, mais Nairobi-Mombasa, Djibouti-Addis-Abeba, qui a quand même créé la paix dans la région et qui fait que le président éthiopien est devenu prix Nobel de la paix. Il y a eu des trains au Nigeria et bien d'autres. Donc, Sébastien Periboni. Oui, allez-y. Juste souligner, vous évoquiez McKinsey qui a également fait un rapport sur la pauvreté il y a quelques années au Gabon. Nous allons revenir à vous, mais avant, allons au Sénégal retrouver le professeur El Hadj Alioune Diouf. La Chine est ce dragon qui s'est imposé sur le continent africain. Tout à l'heure, Sébastien Periboni a évoqué cette sagesse africaine qui dit qu'il faut éviter de se faire lécher par celui qui peut vous avaler. Alors, sur ce qui concerne les relations entre la Chine et l'Afrique, est-on finalement parti pour nous faire avaler par l'Empire du Milieu? Non, je ne crois pas. L'Afrique ne peut être évalée par personne. L'Afrique est un grand continent qui va être le continent le plus peuplé d'ici 2050, selon toutes les études sérieuses qui ont été faites, surtout celles de certaines grandes banques internationales. L'Afrique est libre de coopérer avec hier l'Occident, aujourd'hui avec les pays d'Asie, particulièrement la Chine. La Chine a véritablement été aux côtés des peuples africains, aux côtés des pays africains, aux côtés des nations africaines. Vous vous souvenez de la trilogie chinoise depuis très longtemps. Les Chinois disent qu'ils sont aux côtés des pays qui luttent pour leur indépendance, des nations qui veulent se libérer et des peuples qui veulent faire la révolution. Je pense que cette trilogie est toujours actuelle. Les pays africains veulent s'industrialiser. Et aujourd'hui, les pays qui ont le plus investi ces 10 dernières années dans des projets industriels, dans des zones économiques spéciales principalement, ont été aidés par la Chine, ont été soutenus par la Chine. L'Éthiopie, dont vous avez parlé tout à l'heure, le Kenya, le Sénégal aussi. Le Sénégal a une zone et prévoit plusieurs zones économiques spéciales. Et donc je pense que depuis 1960, Cheikh Anta disait que la communauté viable en Afrique, c'est la communauté qui s'industrialise. C'est l'Afrique qui s'industrialise. Il nous faut aller vers l'industrialisation. Il nous faut aller vers ce qu'on appelle
la transformation structurelle de notre économie. C'est-à-dire que nous ne gagnons rien à exporter les matières premières en l'état, mais nous gagnerions à transformer. Il y a des matières premières qui sont uniques en Afrique. Donc les Africains n'ont pas à vendre ces matières premières dans le reste du monde. Et les Chinois, c'est vrai qu'ils font du commerce aussi avec nous, c'est vrai qu'ils veulent eux aussi des matières premières, mais ils le font sur des bases gagnant-gagnant. Hein? L'idée de la dette qui se paye par des matières premières n'est pas catastrophique, n'est pas une mauvaise chose, particulièrement en Afrique. Parce que Cheikh Anta lui-même disait que pour financer son plan d'industrialisation de l'Afrique en 1960, les Africains gagneraient peut-être à acheter des usines par la vente de matières premières. Parce que c'est ça une façon aussi autonome de financer son industrialisation et son développement. Mais je pense qu'il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses entre des projets d'État à État qui sont en général avec des taux d'intérêt nuls ou en tout cas vraiment gagnant-gagnant, et les projets avec des privés ou avec des mafias très bien organisées. Il faudrait que les Africains fassent attention. À propos de ces taux d'intérêt, on en parle souvent, mais est-ce que finalement les États africains n'ont pas, par exemple, à travers l'Union africaine, la possibilité de revoir à la baisse ces taux d'intérêt? D'abord, le FMI et la Banque mondiale voient même les taux d'intérêt. Hein? Le FMI fait beaucoup de milliards, hein? La Banque mondiale aussi. Bon, donc les Occidentaux, pareil. Oui, vous savez, mais justement, on parle là, il s'agit des taux d'intérêt avec tous les bailleurs, hein, y compris la Chine, pas que. Ok. Oui. Je pensais que vous faites un peu comme certains qui stigmatisent un peu trop la Chine. Bon, il ne faut pas exagérer la dette africaine. Hein. Elle constitue 0,2% de la dette globale. Hein. Les économistes africains ont affirmé ça plusieurs fois. C'est vrai qu'elle est assez importante, mais elle est relative. Tout dépend. Si vraiment la dette a servi à industrialiser le continent, si la dette a servi à accroître des richesses dans le continent, il n'y a aucun problème pour le remboursement dans ces conditions-là. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, les pays vont manquer suffisamment de responsabilité pour se permettre de simplement continuer à quémander l'annulation de la dette. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est plus important pour les Africains, c'est que l'argent est disponible dans le monde et il faut chercher cet argent à des taux concessionnels et industrialiser le continent africain. La seule chose, il n'y a pas de politique autre, industrialisée. Le développement commence par l'industrialisation. La croissance et tout commence au début et l'industrialisation. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il faut faire ce que les autres pays ont fait et ne pas se contenter de faire ce qu'ils vous disent de faire. Aujourd'hui, l'Afrique a certes des organisations régionales comme sous-régionales, mais pour ma part, j'estime que avec le Covid-19, les Africains devraient véritablement revoir les choses. On ne peut pas, après cette crise, continuer à faire comme si de rien n'était. Continuer avec les mêmes structures. Non, il y a des structures qui ne marchent pas. Il y a des structures qui sont là depuis 60 ans, 50 ans, mais qui ne marchent pas. Il faut que les Africains rationalisent, rendent un peu plus cohérente leur stratégie de développement. Je ne crois pas à des plans comme l'agenda 2063. Je ne crois pas à ça. Même si c'est pertinent, bien élaboré, c'est à quoi je crois, un pas, un autre pas et encore un autre pas, comme disait Christophe dans la tragédie du roi Christophe de Aimé Césaire. Il faut que les Africains commencent par ça. Il faut commencer par transformer nos produits agricoles. Il faut commencer par développer l'agriculture. Il faut commencer par une industrie, une transformation de nos richesses d'abord. Il faut diagnostiquer, avoir une idée de ce que nous avons comme richesse d'abord dans nos sous-sols. Oui, mais souvent, certains États n'ont même pas... Hein? Oui. Professeur, ce que vous rappelez là, vous avez de nombreux collègues qui
qui le serinent depuis de longues années, mais de façon concrète, avec par exemple cette crise sanitaire du Covid-19, quelles sont les initiatives immédiates à prendre? Oui, une politique sous-régionale communautaire au niveau de la santé, au niveau de l'agriculture et au niveau de l'industrie. Au niveau de la santé, parce qu'il faut commencer par la santé, parce que si cette épidémie perdure, si cette pandémie perdure ou revient, ça posera un sérieux problème. On ne peut pas continuer à faire comme si nous ne sommes pas capables de faire des masques, nous ne sommes pas capables de faire des tests, nous ne sommes pas capables d'équiper nos hôpitaux. C'est tout à fait possible. Nous avons les moyens qu'il faut. Il faut revoir un peu la dépense publique dans nos pays africains. Et si on s'y met, on peut vraiment créer dans chaque région de véritables hôpitaux. Les Chinois ont créé en 10 jours un hôpital de 1000 lits. S'ils peuvent le faire à l'échelle d'une petite ville de 12 millions d'habitants, nous devons pouvoir quand même le faire au niveau des pays africains. Au moins un hôpital de 1000 lits dans chaque pays africain. Cela est parfaitement possible. Deuxièmement, regardez par exemple dans le domaine agricole, le coton dont on parlait. Nous avons par exemple en Côte d'Ivoire de l'huile de palme. Nous avons au Sénégal de l'huile d'arachide. Nous avons ailleurs du coton, nous avons ailleurs d'autres formes d'huile. Pourquoi mettre en concurrence ces formes d'huile? Non, il faut créer une entreprise africaine qui va gérer l'ensemble de ces huiles-là. Regardez l'initiative du Ghana et de la Côte d'Ivoire sur le cacao. C'est comme ça qu'il faut faire aussi sur le café. Je pense que, et ensuite, vous avez toutes des spéculations agricoles. On importe toujours des boissons qui viennent d'ailleurs. Mais il faut qu'il y ait des boissons spécifiquement africaines, avec justement des parfums africains. Vous voyez bien. Vous voyez bien que si vous allez, par exemple, dans certaines régions à Dakar, vous avez des spéculations qui font l'objet de transformations industrielles aux États-Unis et qui sont vendues à Dakar, avec des bouteilles de 2 litres qu'on vend à 4000 francs. C'est incroyable. Donc je pense que il est temps, regarde toute la richesse de la pharmacopée africaine. Regardez l'initiative qui est venue de Madagascar. Il ne faut pas négliger des choses comme ça. Dans le cadre de la prévention, Il faut plusieurs initiatives. Il faut de nombreuses initiatives, professeur. Mais oui, oui. Ces initiatives, parfois, sont brocardées. Là, on en vient à l'agro-Simeno à Nyangpe, par exemple, l'initiative de Madagascar, qui n'est pas soutenue par les autres pays africains. Mais je suis d'accord qu'il faut industrialiser l'Afrique. Je suis d'accord que nous devons transformer nos matières premières. Mais comment allons-nous industrialiser l'Afrique si nous ne n'œuvrons déjà pas à renforcer le commerce intra-africain? Comment allons-nous industrialiser l'Afrique si nous sommes d'accord que le Gabon produit du bois, le Cameroun produit du bois et qu'il faut de la main-d'œuvre pour travailler ce bois-là. Et cette main-d'œuvre n'est pas tellement existante en Afrique centrale. Comment comprendre que nous ne puissions pas mettre en place des mécanismes pour favoriser cette transformation-là sous-régionale? Créer des mécanismes pour qu'il y ait véritablement des partenariats qui permettent à ce que cette transformation-là se fasse. Si nous ne faisons pas ces choses-là, nous ne pourrons pas industrialiser. Madagascar a découvert ce remède-là. Le Covid organique. Le Covid organique. Mais jusqu'à ce jour, je n'ai pas vu de pays se lever véritablement et dire nous nous soutenons, à part le président guinéen qui a envoyé son ministre là-bas pour prendre un lot, à part le président de la Guinée-Bissau qui vient d'être élu, qui en a pris et qui apparemment en aurait pris pour la CEDEAO, qui après a dit non, attention, nous avons également notre propre mécanisme en notre sein. Mais comment allons-nous industrialiser si nous n'arrivons pas à régler ces premiers problèmes-là que nous avons? La libre circulation des personnes et des biens. Comment allons-nous industrialiser si nous ne nous entendons véritablement pas sur les mécanismes pour que nous puissions vraiment nous installer? L'Africain qui est du côté de l'Ouest puisse venir véritablement s'installer au centre sans avoir à payer des centaines de mille pour se faire établir une pièce.
qu'il aurait eu dans sa région à peut-être 100 fois moins cher, ou dans d'autres régions 50 fois moins cher. Mais comment allons-nous industrialiser si nous n'arrivons pas à régler ces petits problèmes-là? Moi, je pense qu'il faille d'abord que nous puissions régler ces petits problèmes-là avant de penser à l'industrialisation. Sinon, nous allons tourner en rond. Et l'industrialisation également a ses limites. L'industrialisation a ses limites. Sébastien Perimoni, vous avez souligné tout à l'heure, et d'ailleurs ce qui a été partagé par les autres intervenants, la nécessité pour les pays africains de s'émanciper et de prendre certaines initiatives pour arriver à industrialiser leurs économies. Comment pensez-vous qu'il va être donc possible pour ces pays africains de se remettre à flot, leurs économies après cette bourrasque qu'est le Covid-19? Oui. Très bien. Alors juste avant, pour rebondir sur ce que disait la personne précédente, je pense qu'évidemment l'industrialisation a certes ses limites, mais ça dépend de ce qu'on appelle industrialisation. Avoir accès à l'eau potable, avoir accès à l'électricité, avoir accès à un système de santé correct, c'est quand même, c'est pas de l'industrialisation, c'est de l'économie tout simplement, c'est le droit de chaque peuple à l'avoir. Donc ça, c'est une priorité. Et j'insiste sur ce que j'ai dit auparavant, c'est la Chine n'a pas fait de miracle. La Chine a construit 20 000 kilomètres de chemin de fer à grande vitesse, a sorti 800 millions de personnes de l'extrême pauvreté en 15 ans, etc. Ce n'est pas un miracle économique. C'est juste que la Chine, comme je disais, a décidé de développer ses manufactures, a décidé de faire du protectionnisme à une banque nationale. Voilà, les pays africains doivent pouvoir avoir leur banque nationale et ne sont pas obligés de toujours être dépendants de l'économie de marché, de l'économie mondialisée ou des institutions financières internationales. Donc il est tout à fait possible. D'ailleurs, Modibo Keïta, pour ne citer que lui, avait essayé d'en faire une avant d'être encore une fois mise en échec. Donc voilà, ça c'est une priorité, que chaque pays se dote d'une banque nationale de crédit public afin d'investir à moyen long terme dans cette économie infrastructurelle de base, éducation, santé, autosuffisance alimentaire et système de santé, je dirais, correct pour commencer. Donc voilà, ça c'est à mon avis le premier point qu'il faut faire, c'est qu'il n'y a pas de miracle, il y a des combats politiques, il y a des combats idéologiques, et la révolution américaine, comme je le disais, c'était exactement ça. Donc il faut faire ce type de révolution en Afrique. Donc ça c'est le premier point. Il faut arriver, Sébastien Perimoni, à révolutionner les points que vous veniez de souligner. Mais on a le sentiment, et là la question est posée au professeur Alioune Diouf, que finalement toutes ces tentatives sont souvent vouées à l'échec, les tentatives. Alors peut-être je peux rajouter quelque chose pour montrer que ce n'est pas un problème africain. Avec la destruction des accords de Bretton Woods en 71, on a tous basculé dans l'économie de marché et le consensus dit de Washington. La France elle-même, qui avant avait une banque nationale de crédit public, qui a financé notre nucléaire, l'agence spatiale, la médecine moderne, l'agriculture moderne, c'est-à-dire les 30 glorieuses finalement, s'est vu, elle aussi, la France, interdire. Depuis, on est dépendant de banques centrales indépendantes, on est dépendant de l'économie de marché, on a subi la désindustrialisation, là où les pays d'Afrique ont subi la non-industrialisation. Donc finalement, même si on avait un peu d'avance, on se retrouve presque au même point, je dirais, sur le plan, voilà. Et en France également, vous avez dû entendre parler des Gilets jaunes. Absolument. Les Gilets jaunes, demandent... Voilà, les Gilets jaunes, quelles sont les revendications des Gilets jaunes? C'est d'annuler la dette. Parce que la dette est dans les mains de gens qui n'ont pas développé notre pays. C'est des institutions financières qui, au contraire, ont privatisé la plupart de nos services publics. Donc, je dirais, juste pour conclure sur ce que je disais, que nous aussi, en France, on se bat aujourd'hui pour réavoir notre souveraineté monétaire et réinvestir l'argent là où c'est nécessaire et pas dans les paradis fiscaux ou dans les dividendes.
la souveraineté monétaire. Les États africains sont actuellement en quête de cette souveraineté monétaire. Vous allez conclure, Lagrange Siméno Agnongbe. On donne la parole au professeur Alioune Diouf. Pour conclure, professeur Alioune Diouf, votre mot de fin, notamment en ce qui concerne la situation économique des pays africains au moment où il a été décidé un déconfinement progressif dans de nombreux pays. Comment pourrait se porter la plupart de ces économies qui souffrent des mêmes maux? Merci beaucoup. Je reviens sur une chose qui me semble essentielle, la question de l'industrialisation. Pour moi, on ne peut pas commencer par dire l'industrialisation a des limites. Au contraire, si on s'industrialise, on a une capacité d'accumulation beaucoup plus importante et beaucoup plus intéressante pour aller dans d'autres secteurs. Effectivement, je ne suis pas contre l'industrialisation, professeur. Je ne suis pas contre. Je suis pour l'industrialisation. Je suis fils d'un industriel. Je sais un peu ce que c'est. Mais je dis, est-ce que c'est la priorité en fait? Oui, non, mais on aura l'occasion de refaire le débat. Oui, on aura l'occasion de refaire le débat, professeur El Hadj Alioune Diouf, parce que nous sommes arrivés au terme de l'émission. Un débat passionnant, mais que nous allons avoir l'occasion de refaire certainement avec vous tous, notamment Sébastien Périmoni, journaliste, co-auteur du rapport sur les nouvelles routes de la soie et rédacteur du site d'information www.afriquedufutur.com. Il était en ligne de Paris en France. Vous-même, El Hadj Alioune Diouf, commissaire aux enquêtes économiques et professeur en économie internationale en ligne de Dakar au Sénégal. Et sur ce plateau, Lagrange Siméno Agnongbe, directeur du cabinet Lige Council et dans une autre vie diplomate. Merci. Merci Aziz d'avoir été des nôtres. Et bien sûr, nous espérons vous retrouver la semaine prochaine pour un débat qui va susciter autant de passion, peut-être encore sur la pandémie de nouveau coronavirus. Très bonne suite de programmes sur la Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale.